Florent Philippot, j'ai entendu 1000 fois dans la bouche des politiques et le dernier en date, Olivier Véran, nous avons le meilleur système de santé au monde. Voici par exemple les blouses de protection reçues à Marseille début avril. Voilà. Comme on peut le voir ici, voilà. Comment on peut dire une chose pareille aujourd'hui? Quand vous voyez la réalité du terrain, quand vous discutez avec le personnel soignant, les médecins, de notre côté, on reçoit énormément de témoignages. Florent Philippot, dans quel état est vraiment notre système de santé aujourd'hui? C'est vrai qu'on nous a dit pendant des années on a la meilleure santé du monde, le meilleur système de santé. Beaucoup de Français ont réalisé que c'était totalement faux, mais en fait les faiblesses sont venues bien avant. J'ai beaucoup d'espoir en Agnès Buzyn, qui était une professeure de l'assistance publique, qui avait dit oui, on va réformer tout ça, la tarification à l'activité, et elle n'a rien fait. Et les choses ont continué de se dégrader. Donc c'est quelque chose qui est programmé depuis très très longtemps. Ça a commencé avec Juppé. Le Premier ministre actuel, Castex, c'est lui qui avait aussi lancé tout ce programme de restructuration ou démolition, selon les termes, de l'hôpital. Donc je suis toujours inquiet parce que le Ségur de la santé, à mon avis, ça va être un peu du pipeau pour faire avaler la pilule, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une réelle volonté de sauver l'hôpital public aujourd'hui. Vous savez qu'en 25 ans, je le mets dans le livre de manière très détaillée, ce n'est pas les chiffres que j'invente, c'est des sources officielles. En 25 ans, on a fermé 110 000 lits à l'hôpital. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, on peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Et c'est une bonne chose. À peu près un quart de nos lits, alors que la population française gagnait 9 millions d'habitants. Et qu'elle continuait de vieillir. Et donc plus on est âgé, plus potentiellement on va à l'hôpital. Bon, on le sait. Donc si vous voulez, c'est une folie. En fait, là, alors c'est tous les gouvernements, tous confondus, on a obéi à l'Union européenne. Mais nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. L'Union européenne a demandé, un député s'était amusé à faire le calcul pendant le confinement, depuis 2011, à 63 reprises, l'Union européenne a demandé aux États membres de baisser leurs dépenses de santé. C'est ce qu'on a fait. Alors arrêtez de venir me saouler à intervalles réguliers, à me parler des miracles de cette Union européenne qui permettrait enfin de faire face à ceci, faire face à cela, etc. Non! Alors on s'est mis dans ce système-là, on a transformé de plus en plus la santé, qui était un magnifique service public, en machine technocratique et qui vise une seule chose, la profitabilité, la rentabilité. La médecine est tombée sous la coupe de l'industrie pharmaceutique, des grands journaux qui sont sous influence. Donc ça a donné la création des agences régionales de santé en 2010. Vous savez, Roselyne Bachelot, c'est elle qui a lancé la loi dite HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, où c'était une gigantesque centralisation jacobine, où les agences régionales de santé sont toutes puissantes, les médecins sont broyés, on leur impose de... Maintenant, à l'hôpital, le médecin n'a plus son mot à dire. Moi, je suis chef de service depuis 25 ans. Avant, les directeurs me respectaient. Dans les réunions de pilotage de l'hôpital, il y avait un directeur adjoint et 12 médecins. Maintenant, c'est l'inverse. Puis les médecins, ils ne viennent plus parce que de toute façon, quoi qu'ils disent, on n'est pas obligé de les écouter. Ça a donné la tarification à l'activité, la T2A, qui est devenue assez célèbre, mise en place à partir de 2005 par à l'époque un certain Jean Castex, qui était à l'époque haut fonctionnaire au ministère de la Santé, qui a mis en place le premier la T2A. Une T2A, une tarification à l'activité modèle, qui est le système qui est mis en place maintenant. Avant, il y avait un prix à la journée, il y a 20 ans. Maintenant, c'est comme ça. Il va toucher 4 500 €. Donc en fait, quand Martine Vonner dit que il y a en réanimation des gens qui ont à peine besoin de 3 litres d'oxygène et qui n'ont pas besoin d'être en réa, ouais, mais l'hôpital touche 4 500 € pour le séjour Covid. Sinon... Et tout ça, c'est la même logique, si vous voulez. C'est une logique technocratique, c'est une logique du fric, et c'est pas une logique du soin et de la santé. Et puis, pendant ce temps-là, on a laissé de côté les personnels soignants qui sont très mal payés en France, et c'est pas vraiment réglé depuis le Ségur. Et ils ont eu quelques queues de cerises, mais c'est pas grand-chose. On n'est toujours pas à la moyenne de l'OCDE. Et puis même, on a continué le numerus clausus, qu'on a cessé il y a très très peu de temps. Enfin, moi, je tirais la sonnette d'alarme depuis longtemps en disant « Attendez, on va avoir un problème de démographie médicale ». Et résultat, aujourd'hui, on a parmi les médecins les plus âgés et les soignants en général les plus âgés de
toute l'Europe et on va avoir dans les 10 ans qui viennent énormément de départs en retraite de médecins, d'infirmières, etc. Et alors, on a fait des économies, on a supprimé des aides-soignants, des infirmiers, des médecins. Là, on a éclusé. Et à côté de ça, moi, j'étais estomaqué là, pendant les 20 dernières années, le nombre d'administratifs qui ont été embauchés à l'hôpital. Il y en a partout à l'assistance publique maintenant. Et ils sont payés très cher, ils sont là à vie. On ne sait pas trop à quoi ils servent. Mais nous, les médecins, on a de moins en moins de moyens. Et ça, c'est... là, je dois dire que j'en peux plus de cette gestion qui est totalement délirante. On va manquer énormément de personnel soignant. Donc le problème, c'est que le pire est quasiment devant nous. Il n'est pas derrière nous. Et ça, on doit en vouloir au gouvernement, si vous voulez. Parce qu'on a été nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Je dis que le gouvernement était coupable, Macron était coupable, tout son gouvernement était coupable, Jérôme Salomon était coupable. C'est qu'ils n'ont pas anticipé. Non, gouverner, c'est prévoir. Ils savaient, ils n'ont pas fait, ils ont fait l'inverse. Et le pire, je vais vous dire, c'est qu'ils continuent. Macron a fermé 4500 lits de réanimation entre 2017 et 2019. Et devinez quoi, après le printemps de cette année, donc après l'épidémie, depuis mai, ils ont fermé 2000 lits supplémentaires. Et ils ont coupé le budget des hôpitaux de 900 millions d'euros. Moi, j'ai appris là récemment que le CHU de Besançon va supprimer 28 lits. C'est pas là en 2019, c'est maintenant. Soi-disant, en pleine épidémie, hop, Saint-Étienne, 9 lits en moins, pareil. La Chambre régionale des comptes d'Occitanie vient d'écrire un rapport qu'elle a publié le 1er octobre 2020 pour dire vous devez fermer des lits dans la région et vous devez supprimer du personnel soignant. Donc si vous voulez, on continue. Voilà, on continue. Et l'Europe pousse toujours derrière pour qu'on aille plus loin encore dans l'austérité. En vérité, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui ? Ce n'est rien. C'est un no man's land commercial et le bras armé de la mondialisation, le cheval de Troie de la mondialisation. Ce n'est rien d'autre. Donc tout ça est délirant. Après, si on veut comprendre, il y a une logique. Il ne faut pas croire qu'ils sont idiots ou aberrants. Non, il y a une logique. Vous savez, le marché de la santé, c'est des milliers de milliards d'euros. C'est un budget beaucoup plus gros que le budget de l'État en France, il faut le savoir. Et donc ça aiguise des appétits. Il y a des assureurs privés, il y a des fonds de pension, anglo-saxons notamment, qui regardent tout ça, qui ont de la bave aux lèvres, si vous voulez, parce que c'est un marché ultra juteux et qui a un avenir magnifique, puisque la population va vieillir, il y a beaucoup de maladies. Donc ils veulent absolument une privatisation de tout ça. Et en fait, nos gouvernants, avec l'aide de l'Union européenne, sont en train de leur apporter sur un plateau ce marché. C'est une évidence. Il y a une privatisation cachée de notre système de santé, une destruction de la sécurité sociale et de l'hôpital depuis 25 ans. C'est une évidence absolue. Et l'Union européenne, de ce point de vue-là, fait énormément de mal parce qu'elle est le réceptacle de tous ces lobbies. Il faut jeter dehors les lobbyistes à Bruxelles parce que les lobbyistes, l'industrie pharmaceutique fait partie des premiers, jouent un rôle... Moi, récemment, j'étais contacté par un gars qui était lobbyiste à Bruxelles, qui travaille dans l'industrie. Il m'a dit, il y a 20 ans, il y avait 0 lobbyiste à Bruxelles, que quelques Américains, pas quelques Anglais. Et maintenant, les lobbyistes à Bruxelles, ils sont partout. Ouais. C'est un métier qui rapporte. Voilà. Ça m'a fait rire parce que une fois j'avais regardé dans un bouquin de Philippe de Villiers qui avait dit quand il était député à Bruxelles, il avait mis sur la porte de son bureau interdit aux chiens et aux lobbyistes. Mais les lobbyistes, il faut les foutre dehors. C'est des gens qui sont là pour corrompre. Et tant que les autorités politiques n'auront pas compris ça, on sera toujours manipulé par des milliards d'euros de l'industrie. Qu'est-ce que c'est que le lobbyisme à Bruxelles ? C'est 30 000 lobbyistes qui y vivent. Si on estime que les décideurs, que les chargés de voter les lois sont un millier de personnes, ça fait 30 lobbyistes par décideur. Donc vous voyez qu'ils sont bien entourés. Notamment de BlackRock, dont on sait qu'il vient de passer un contrat avec la Commission européenne. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Il faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non, mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça continue. Mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine
administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. Ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Ça y est, ils ont réussi. Ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Avec vous, une nouvelle Europe est possible. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Il nous faut, en ces périodes de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe? Les Français ne veulent pas du Frexit. Les Français ont une relation, eux, intime, affective avec l'Europe. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle.